Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un peu comme si la nature allait faire un burn-out. On pense que la nature s'apprête à atteindre un seuil au-delà duquel elle risque de basculer dans des états et dans des systèmes qui seront dégradés et qui ne pourront pas se restaurer. Cette crise dont parle le directeur des programmes du WWF en France, Yann Laurence, pourrait, selon les experts, être potentiellement plus dangereuse à court terme pour l'humanité que la crise climatique. Les deux crises sont d'ailleurs liées et se renforcent. Deux crises qui pourraient en entraîner une troisième économique puisque la moitié de l'économie mondiale dépend en partie des services rendus par la nature. Comme pour le climat, il existe justement une grande conférence qui traite du sujet sous l'égide de l'ONU. C'est la COP Biodiversité qui se tient normalement tous les 2 ans. La prochaine, la COP 16, démarre ce lundi à Cali en Colombie. Jusqu'au 1er novembre, les États, des ONG de défense de l'environnement et aussi des industriels se penchent sur la biodiversité et il n'est pas encore trop tard pour agir. L'enjeu sera de concrétiser les engagements historiques pris lors de la COP 15 à Montréal fin 2022. Pour en parler, j'ai invité Benjamin Legendre de la rubrique Environnement de l'AFP. Après avoir suivi la COP de Montréal, Benjamin s'envolera dans la semaine pour Cali. Sur le fil. Pour démarrer cet épisode, j'ai justement demandé à mon collègue pourquoi protéger la biodiversité est aussi important que de s'attaquer au changement climatique. Ça menace directement l'humanité. Effectivement, parfois, quand on parle de la nature, on dit, voilà, on parle du léopard des neiges, on parle de l'éléphant, et on se dit comme c'est triste que ces beaux animaux disparaissent. Mais l'erreur de raisonnement, ce serait de penser qu'il ne s'agit que d'eux. Or, tout est lié dans la nature et en bout de chaîne, notre alimentation, notre sécurité, notre santé aussi dépend d'un bon fonctionnement des zones naturelles. Un exemple pour illustrer ça, la surpêche près de la barrière de corail fait que certains poissons qui mangent les algues qui menacent le corail disparaissent. Donc le corail, lui-même victime du réchauffement des eaux, se régénère moins bien si ce poisson disparaît. Or, le corail, il protège de l'érosion des côtes où vivent des millions de gens. Et puis ensuite, le corail, il abrite aussi toute une régénération des bancs de poissons qui ensuite sont pêchés et alimentent des millions d'êtres humains. Donc, en fait, il y a ce mécanisme où en fait tout est lié et en cascade, la disparition d'une zone naturelle, la disparition d'une espèce sauvage peut entraîner une succession de catastrophes qui menaceraient l'alimentation humaine. Selon le WWF, le déclin des animaux sauvages, thermomètre de la santé de la nature, ne touche pas tous les continents de la même manière depuis 50 ans. Ce déclin s'est ainsi accéléré en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes où l'homme détruit les écosystèmes. Pour l'Europe et l'Amérique du Nord, le mal avait été fait avant que le WWF ne se penche sur la question à partir de 1970. La gravité de la crise de la nature ou de la biodiversité, elle est beaucoup moins connue et médiatisée que celle du climat. Pourquoi ? Un peu parce que le climat finalement devient assez simple à résumer. On suit les températures et on connaît l'accord de Paris qui dit qu'il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors que la crise de la nature, c'est une interconnexion extrêmement sophistiquée de différents facteurs, la forêt, les rivières, l'air, les oiseaux qui dépendent des insectes, les insectes qui eux-mêmes dépendent de la qualité de leur espace de vie, et que ça a un impact et sur l'agriculture, et sur la pêche, et sur les coraux, etc., etc. Pour y remédier, l'ONU a parrainé une convention pour la diversité biologique, un traité auquel adhèrent aujourd'hui 196 États. Cette convention est née au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Donc depuis 30 ans, tous les pays signataires de cette convention sur la diversité biologique se retrouvent tous les 2 ans pour travailler à des objectifs communs qui doivent mettre un terme à la destruction de la nature d'ici 2030 et restaurer une relation harmonieuse avec la nature d'ici 2050. Alors pour y parvenir, le monde entier s'était mis d'accord sur des objectifs à atteindre d'ici 2020 qui ont été quasiment tous ratés. Et donc, 2 ans plus tard, en 2022, à Montréal, il y a eu la COP 15 biodiversité, où là, le monde entier s'est mis d'accord sur des objectifs à atteindre 2030, et cette fois avec la pression de vraiment pas les rater, parce que, entre-temps, la situation s'est aggravée.
Et contre toute attente, un accord plutôt ambitieux selon les ONG a été signé, et ça fait 2 ans. Les applaudissements que vous venez d'entendre saluent la signature de l'accord ambitieux de Montréal il y a 2 ans. Dans cet accord, un objectif phare prévoit de mettre au moins 30% des terres et des mers du globe sous une protection juridique minimale d'ici 2030. Et donc là, on se retrouve à Cali en Colombie pour faire le point sur ce qui a été fait pendant les 2 dernières années et voir où on en est de la mise en œuvre de ces objectifs d'ici 2030. Pour l'instant, la mise en œuvre est très timide. Pour dire en quelques mots, c'est quoi ces objectifs à 2030 ? Le plus connu d'entre tous, c'est celui que 30% des terres et des mers du globe soient sous une forme de protection. On connaît les aires maritimes protégées, les parcs naturels nationaux en France. Là, c'est la même chose. Chaque pays s'est engagé à faire sa part pour que le monde entier puisse avoir protégé 1/3 de la planète. Selon l'ONU, en septembre, un peu plus de 8% des mers et un peu plus de 17% des terres étaient considérées protégées, soit à peine plus qu'en 2022. Plusieurs objectifs, 23 en tout. Diminuer de 50% les pesticides, restaurer 50% des terres qui sont dans un état dégradé, financer à hauteur de 30 milliards de dollars d'ici 2030 les efforts des pays du Sud pour restaurer la nature, etc., etc. À Cali, les pays doivent donc faire le point sur la mise en œuvre de ce nouveau cadre et mettre en avant leur stratégie nationale. Un gros hic, cependant, les objectifs ne sont pas juridiquement contraignants. Il n'y a que les pressions géopolitiques entre pays qui peuvent forcer les États à agir. Les sociétés civiles ont aussi leur rôle à jouer, au besoin en attaquant les États devant la justice. Alors exactement comme pour le climat, depuis l'accord de Paris, tous les pays doivent présenter une trajectoire d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre, etc. Et bien là, c'est le même principe. Tous les pays doivent présenter une stratégie pour défendre la biodiversité chez eux et qui soit cohérente avec les objectifs de l'accord mondial sur la nature. Et donc, par exemple, en France, c'est la stratégie nationale biodiversité. La France en est à sa 3e, jugée très insuffisante par les ONG, mais qui, chaque année, a quand même fait un petit progrès. C'est pas un engagement contraignant juridiquement. Si les pays ne le font pas, il n'y a personne pour leur taper sur les doigts. C'est un engagement moral qui produit ses effets très lentement, mais qui les produit quand même. Et donc, par effet cliquet, très lentement, trop lentement pour les uns, ça avance. À la COP16, l'engagement des pays les moins riches dépendra de l'aide financière des pays développés. Sans aide, les pays en développement auront bien du mal, par exemple, à restaurer leurs cours d'eau ou à réformer leurs agricultures pour évoluer vers des pratiques sans déforestation ni pesticides. Oui, ça coûte cher et personne n'a d'argent. Les pays du Nord disent que leurs finances publiques sont exsangues et les pays du Sud leur disent « ouais, mais nous, c'est encore pire, on est surendettés et on a un retard de développement ». Donc tout le monde cherche de l'argent partout. Là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Les ONG, beaucoup d'experts rappellent que investir dans la nature, c'est rentable à long terme. Donc ils disent « regardez, si on améliorait la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des forêts, on ferait des économies sur la santé. Et donc, il faut investir là-dedans, c'est rentable. Mais c'est rentable à long terme et c'est pas forcément rentable pour celui qui a investi l'argent. C'est rentable pour la société dans son ensemble. C'est pour ça que c'est seulement au niveau mondial et national, au niveau étatique et pas seulement l'économie privée qui peut mobiliser ces financements-là. Et donc effectivement, ça va être le nerf de la guerre. Parlons justement des causes. Voilà ce que disait aussi le directeur des programmes du WWF France, Yann Laurence. L'effondrement de la biodiversité, c'est un phénomène mondial qui s'observe mondialement et dont les causes sont mondiales. Les causes, c'est notre alimentation, la mondialisation, l'industrialisation générale du monde. Et donc, on a besoin que tout le monde se mobilise, les entreprises, les gouvernements, les consommateurs, les citoyens, pour essayer d'inverser un jour cette tendance. L'industrie agroalimentaire et donc l'agriculture ont un impact énorme sur la crise de la nature. Prenons la viande, notre surconsommation entraîne de la déforestation puisqu'il faut des espaces pour l'élevage bovin par exemple. C'est le cas, vous le savez, au Brésil. Pareil pour le poisson, la surpêche épuise les ressources des océans. Il y a aussi des pratiques agricoles qui déciment des espèces essentielles comme les abeilles victimes d'insecticides. Ce qui est assez intéressant dans les COP biodiversité, c'est qu'on voit beaucoup d'ONG très engagées dans la défense de la nature depuis toujours, comme par exemple le WWF, qui travaillent main dans la main avec des entreprises et qui ne voient pas les entreprises comme étant le loup dans la bergerie, mais qui sont bien conscientes que l'humanité doit se nourrir,
On ne peut pas le faire sans l'industrie agroalimentaire. Et donc, il faut faire monter l'industrie agroalimentaire à bord de la barque qui va nous sauver. Et donc, ils essaient de construire un consensus avec eux. Voilà, ils font à la fois partie du problème de la solution, comme nous, les êtres humains, on fait à la fois partie du problème et de la solution pour la crise climatique et la crise de la biodiversité. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, et comme le suggère Benjamin, tout n'est pas perdu sur le front de la nature. Yann Laurence du WWF. Est-ce qu'on a espoir que ça s'améliore ? Oui, il faut garder espoir. C'est parce que l'avantage, c'est que pour la biodiversité, c'est possible. Quand vous préservez, quand vous protégez, quand vous restaurez la nature, elle vous le rend. On peut arriver à récupérer des populations. On a plein d'exemples de retour d'animaux sauvages qui avaient disparu. Le loup avait disparu de la France, il est revenu. Alors ça pose problème aux élevages, c'est pour ça qu'il faut les aider, mais c'est possible. Et donc c'est là qu'est le message d'espoir, c'est que si on veut restaurer la biodiversité, la préserver, la conserver, on peut. Les peuples autochtones, surtout ceux qui ont conservé des modes de vie proches du vivant, sont aussi de plus en plus écoutés sur leur savoir traditionnel pour restaurer la nature. Ils seront présents à Cali et entendent bien faire entendre leur voix. Je suis Maxime Mamet. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.